Pierre Bourdieu, vous êtes sociologue, professeur au Collège de France. Pour vous interroger aujourd'hui, Pascal Casanova de France Culture et Miguel Benassayac, qui est l'auteur de la critique du bonheur aux éditions de la Découverte. Vous êtes l'auteur d'un très grand nombre de livres. Je vais commencer par un livre qui pourrait être un peu, au fond, comme la phénoménologie de l'esprit pour Hegel, donc un livre central dans votre œuvre, qui est La Distinction. Parce que c'est quelque chose qui fait peut-être mieux comprendre ce qu'est votre projet. Alors dans La Distinction, vous essayez de montrer non pas du tout comment la culture est articulée sur les classes sociales, mais bien plutôt comment il y a des espaces sociaux de différence. C'est-à-dire comment les choses ne sont pas figées en classe, mais les comportements culturels, tout ce qui est le capital symbolique des uns ou des autres, est constitué de façon différente en fonction de l'origine sociale des uns ou des autres. C'est bien ça ? Oui, enfin, vous avez dit d'emblée le mot-clé, vous me faites un grand plaisir parce que d'habitude je dois rétablir dès le commencement cette vérité première que ce qui existe dans le monde social, ce ne sont pas des classes, des groupes constitués, comme on le croit, mais cette réalité invisible qu'on ne peut pas toucher du doigt et qui pourtant est le principe de la plupart de nos conduites que j'appelle espace social. Bon. Autrement dit, je crois que la difficulté qu'ont pu rencontrer les lecteurs de La Distinction vient de ce que pour manifester cet espace social, on est obligé de rendre visibles les choses qui occupent cet espace, c'est-à-dire des individus, des institutions, etc. Mais ce qui existe vraiment, c'est l'espace. Alors bon, je vais tout de suite donner un exemple simple qui, je crois, fait comprendre. J'ai analysé dans un de mes livres ce que j'appelle les stratégies de condescendance. Bon, c'est-à-dire, c'est un exemple un peu grossier, inventé, parce que les exemples trop vrais sont toujours douloureux. C'est, par exemple, l'aristocrate qui va dans son box de chevaux privé, qui rencontre son palefrenier, qui lui tape sur l'épaule et lui dit « Mon brave, mon alezan est prêt ». Bon. Alors, exemple imaginaire, on peut trouver l'équivalent dans le rapport entre un prof et un étudiant, etc. Bon. C'est le prof qui, en 68, tutoie un étudiant, par exemple. Bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a une relation visible, deux hommes qui se parlent, bon, et qui se disent certaines choses. En fait, ce qui commande ce qu'ils se disent et le sens de ce qu'ils se disent, c'est une relation complètement invisible, une relation de distance sociale, bon, celle qui sépare un aristocrate de son serviteur, bon, et qui est apparemment niée par l'action même qui se voit. Voilà, bon. Alors, autrement dit, pour que je puisse avoir une stratégie de condescendance à l'égard de quelqu'un, il faut que je sois tellement sûr de ma hauteur par rapport à lui que je peux faire semblant de me mettre à son niveau. Voilà. Alors, voilà un exemple. Vous avez déjà commencé avec des choses qui sont tout à fait significatives de votre œuvre, l'invisible, le caché. On dit toujours, Bourdieu veut révéler. Alors révéler ce qui est caché. Alors ce qui est caché, c'est justement, par exemple, la guerre des goûts. Ce qui est caché, c'est au fond une guerre sociale qui ne se dit pas, et qui est une contradiction donc entre les gens en fonction de leur situation sociale, mais tout ça ne se dit pas. Est-ce qu'on peut aller au fond des raisons pour lesquelles ça ne se dit pas? Oui, alors vous avez dit deux mots, encore une fois, qui me font plaisir. Vous avez dit révéler, dévoiler, et non pas dénoncer. Bon, ça c'est très important, parce qu'on pense que dévoiler, c'est dénoncer. Et un des problèmes, c'est qu'effectivement, les choses que la sociologie dévoile sont soit implicites, soit refoulées. Et le simple fait de les dévoiler a un effet de dénonciation. Et ceux qui lisent ou entendent parler de ce qui est dévoilé sont atteints dans des choses souvent très, très profondes, qui ne veulent pas savoir. Pas seulement qu'ils ne veulent pas qu'on sache, qu'ils ne veulent pas savoir. Et du coup, ils mettent dans l'intention du sociologue quelque chose qui n'y est pas, c'est une intention de dénonciation. Alors en disant dévoilement, déjà je pense que vous avez fait un pas très important dans la direction de ce que doit être la vérité de mon travail. Alors cela dit, en quoi consiste ce travail de dévoilement? Enfin, il consiste à mettre au jour... bon, c'était une des intentions traditionnelles de la philosophie, mettre au jour des choses que d'une certaine façon tout le monde sait, mais à un niveau de profondeur où on ne va plus chercher. Bon, c'est-à-dire, moi je pourrais employer, pour faire comprendre ce que j'ai à dire en sociologie, la parabole de Socrate et du petit esclave. Je pense que très souvent, le sociologue est quelqu'un qui, au prix d'un travail d'enquête, d'interrogation, en utilisant des moyens, des techniques modernes, enfin, bon, quelqu'un qui accouche les autres de quelque chose qu'ils savent sans le savoir tout en le sachant. Voilà.
Alors pourquoi les choses cachées? Pourquoi y a-t-il, au fond, des choses qui ne se disent pas dans cette guerre des goûts, ou dans cette guerre sociale? Pourquoi? Moi, je pense Stratégie? Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les choses cachées, je dis, elles sont inconscientes ou implicites. Alors là, il y aurait beaucoup à dire sur ce point. Il y a des choses simplement implicites qui sont difficiles à savoir parce qu'on n'a pas toujours les instruments ou le temps. Alors ça, c'est une chose que je rappelle toujours. Le privilège des intellectuels, c'est qu'ils ont le temps. Ils ont le temps. Platon le disait déjà, la scolée, ça veut dire à la fois le loisir et l'école. Alors ce sont des hommes d'école qui peuvent prendre le temps de réfléchir, d'interroger, de réfléchir sur eux-mêmes, sur les autres, etc. Donc les intellectuels ont ce privilège, enfin, les chercheurs ont ce privilège d'avoir le temps, de prendre leur temps. Et de ce fait, ils peuvent rendre explicites des choses implicites. Et en plus, alors, ils ont parfois, ça peut être parce qu'ils sont poussés par des pulsions. Je ne nie pas que mon travail est parfois à son principe des pulsions, que mon travail même me permet de contrôler, je crois. Enfin, peut-être, bon. Cela dit... de contrôler oui. De contrôler quoi? Oui, c'est pulsions. Je pense que je ne nie pas, donc mon travail puisse avoir pour principe des pulsions sociales de tous ordres, etc. Bon, mais peu importe les motivations, le sociologue est quelqu'un qui va se donner les moyens de faire accéder à l'explicitation des choses que personne ne veut savoir. Alors, je viens au problème des goûts. Je pense que les goûts sont une de ces choses. À la fois, c'est quelque chose dont on parle tout le temps dans une soirée un peu mondaine, un peu ennuyeuse. Quand on ne sait plus de quoi parler, on parle de cinéma. Et en fait, on fait des espèces d'échanges, de jugement de goût. Le jugement de goût est la chose la plus facile. Enfin, un jugement de vérité, c'est très difficile. Un jugement de goût, on peut dire je suis pour, je suis contre. Bon, c'est une des raisons pour les... Bon, alors, les jugements de goût sont à la fois quelque chose de très, très superficiel et de très, très profond, à travers lesquels les gens révèlent ce que j'appelle un habitus, c'est un grand mot pour dire une chose, je crois, très complexe. C'est-à-dire une espèce de petite machine génératrice, enfin, c'est une analogie un peu sauvage, un programme d'ordinateur à partir duquel les gens engendrent des foules de réponses à des foules de situations, des réponses qui apparemment n'ont aucun lien entre elles, et qui, du point de vue du sociologue, en ont un, parce que le sociologue est quelqu'un qui reconstruit cette petite machine à partir de laquelle les gens ont prononcé. Bon, ce qui fait que c'est vrai que la sociologie enseigne aux gens que dans ces jugements naïfs, imprudents, ils livrent beaucoup d'eux-mêmes. Pascal Casanova. Vous venez d'employer ce mot de habitus, et si on a un propos comme ça un petit peu explicatif au début sur votre œuvre, c'est vrai que c'est la grande innovation que vous avez apportée à la sociologie, c'est l'habitus, c'est-à-dire que si on pouvait dire les choses comme ça, peut-être on avait l'habitude de considérer que ce qu'on appelle les acteurs ou les agents sociaux sont contraints par des contraintes du monde extérieur, et que vous avez introduit l'habitus, c'est-à-dire ce que vous appelez l'intériorité de l'extériorité ou l'extériorité de l'intériorité, c'est-à-dire qu'on a à ce point intégrer des contraintes sociales, qu'on les prend pour des éléments de liberté. C'est ça que vous avez, un peu expliqué pour l'habitude. Oui, je pense que ce que vous dites est tout à fait vrai. Une des contributions que j'ai apportées a porté exactement sur ce point. J'ai essayé de dire que le sujet, j'emploie entre guillemets, des actions sociales, n'est pas un sujet. Ce n'est pas un jeu conscient, posant des fins explicites, calculant ses moyens en fonction de fins explicitement posées, etc. n'est pas un acteur rationnel. Bon. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est un mécanisme qui répond automatiquement comme une machine à des stimuli extérieurs. Bon, c'est ce que j'appelle donc un habitus, c'est-à-dire une histoire incorporée, c'est une histoire faite corps, une histoire qui est inscrite dans le cerveau, mais aussi dans les plis du corps, dans les gestes, dans la manière de parler, dans les accents, les prononciations, dans les titres, dans tout ce que nous sommes. Alors c'est cette histoire incorporée et le principe à partir duquel nous répondons. Votre intérêt pour le goût qui oui, voilà, alors le goût, voilà, c'est une incarnation. Voilà, c'est une incarnation. Alors, bon, donc, c'est une notion qui a une vertu théorique, enfin,
enfin, dont la vertu théorique principale, selon moi, hein, c'est toujours bizarre de se commenter comme ça, enfin, bon, et d'échapper à toute une série d'alternatives que nous avons intériorisées, qui font partie de notre habitus cultivé. Nous sommes tous passés par des classes de philosophie, souvent mauvaises, etc. Alors on a intériorisé liberté, déterminisme. Bon, ce sont ces couples d'opposition qui font florès dans les discussions intellectuelles à Paris. Bon, elles sont éternelles parce qu'on peut les réveiller éternellement. Bon, alors moi, une grosse partie de mon travail m'a amené à détruire ces alternatives. Alors, l'habitus, on veut à la fois, oui, c'est tout à fait déterminé en un sens, puisque c'est le produit de l'histoire et qu'on peut en décrire la genèse. On peut dire ça a été façonné de telle façon, et en même temps, c'est générateur de liberté. C'est-à-dire, si vous à partir d'un habitus, vous pouvez improviser, mais dans certaines limites. Vous avez une marge formidable d'improvisation dans certaines limites. Pierre Bourdieu, vous montrez que l'arbitraire des goûts est finalement légitimé par une instance qui est l'instance sociale, qui est très hiérarchisée. Et au fond, est-ce qu'à travers la distinction, comme à travers finalement beaucoup de vos livres, est-ce que ce n'est pas une généalogie de la domination sociale que vous voulez faire? Essayez de nous expliquer comment s'organise la domination sociale, qu'il y a des hiérarchies, et surtout qu'il y a l'exercice d'un pouvoir, et d'un pouvoir contraignant de certains sur d'autres, et que ce pouvoir, on en cache les fonctionnements, les modes de fonctionnement. Oui, alors ce pouvoir, justement, lorsque les gens, les philosophes, parlent de pouvoir, ils cherchent le pouvoir quelque part. Enfin, ils pensent toujours à l'état, des lieux où le pouvoir est incarné, alors que c'est tout à fait naïf, enfin, du point de vue d'une sociologie moderne. Enfin, bon, le pouvoir est un espace, c'est insaisissable, il est partout et nulle part, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas plutôt en certains endroits qu'en d'autres. Enfin, dans une structure, il y a des lieux centraux. Et donc, faire une généalogie, comme vous dites, de la domination, c'est chercher le pouvoir à la fois dans des mécanismes sociaux qui produisent des structures et aussi dans la tête des individus. Alors ça, je pense que c'est peut-être, enfin, ce que je pense le plus important, ce que j'ai fait, c'est de dire que nous sommes, à travers cet habitus, à travers cette histoire incorporée, nous sommes toujours exposés à être complices des contraintes qu'ils exercent sur nous. C'est-à-dire nous sommes toujours exposés à collaborer à notre propre domination. Alors, je prends un exemple simple, qui est celui du féminisme. Bon, une des faiblesses de toutes les luttes, une des maladies infantiles, enfin de toutes les luttes contre les formes symboliques de domination. Je pense que mon travail, un des centres de mon travail, c'est d'analyser les fondements des formes symboliques de domination, de la violence symbolique, du pouvoir symbolique. Bon, le pouvoir de type colonial, le pouvoir de type domination culturelle, le pouvoir de type masculinité. Bon, ce sont des pouvoirs qui ont en commun de s'exercer en quelque sorte de structure à structure. Ce sont des structures objectives qui sont dans les institutions, dans la structure des salaires, dans le rapport de force coloniale, dans la structure du pouvoir universitaire, etc., et qui sont en même temps dans la tête des agents. Bon. Et les agents, comment dire, ces structures très souvent ne peuvent fonctionner qu'avec la complicité d'agents qui ont intériorisé les structures selon lesquelles le monde est organisé. Bon, alors l'exemple des luttes féministes, enfin, bon, je veux dire, toutes ces luttes symboliques commencent toujours par une dénonciation que j'appelle objectiviste, c'est-à-dire on dénonce les formes objectivées de la domination parce qu'elles se voient, parce qu'on peut les toucher, on dit ah bah l'État, etc. Bon, et bien on oublie que l'État n'agit qu'avec ce qu'il a mis de lui-même dans notre cerveau. Bon, que donc il y a une sorte de psychanalyse de l'esprit humain qui est la condition d'une lutte organisée. Disons, une lutte politique organisée commence par soi-même. Enfin, bon. Alors Pierre Bourdieu, vous êtes au fait de l'université, puisque vous dites tout à l'heure que vous étiez au Collège de France, et pourtant, finalement, vous vous êtes centré dans la plupart de vos livres, je pense, ce par quoi ça a commencé, Les Héritiers, c'était sur le système scolaire, et dans quelles conditions, au fond, le système scolaire reflète les privilèges de certains vis-à-vis de la scolarité. Les héritiers, la reproduction, Homo academicus, la noblesse d'État, c'est-à-dire les grandes écoles, ou l'université. Vous êtes attaché pourtant à essayer de voir les dysfonctionnements de l'université, ou plutôt les fonctionnements de l'université, c'est-à-dire comment ça fonctionne et comment un certain nombre de privilèges sont fécondés par l'institution elle-même. Alors ça vous met dans une situation bizarre, parce qu'à la fois vous analysez l'université, et en même temps vous en faites partie, et vous êtes au fait de l'université. Et alors vous montrez comment ça fonctionne. Est-ce que vous n'êtes pas gêné d'être à la fois sujet et objet de votre enquête, de votre travail? Non, pas du tout. Je dirais presque au contraire. Enfin, parce que je pense d'abord il faudrait analyser tout à fait en détail. C'est une question qui demanderait des heures de réponse. C'est une bonne question. En fait, je suis au fait dans une position marginale, au Collège de France étant un lieu où, comme je le dis dans Homo academicus, on a toujours placé des hérétiques. Bon, c'est un lieu de consécration pour hérétiques.
didactiques, qui en général ont été combattus depuis la création. Le Collège de France est construit contre la Sorbonne. Bon, donc il y a là une vieille structure qui se réactive, c'est un exemple. Bon. Mais ceci, la chose importante, et peut-être pas là, on peut revenir, c'est pas tout pour esquiver la question sur ma personne, mais je voudrais d'abord dire ce qui me paraît important, pourquoi le système d'enseignement sur lequel j'ai travaillé à partir, comme je disais tout à l'heure, disons de pulsions éthico-politiques, pourquoi le système d'enseignement m'est apparu, à mesure que je le connaissais mieux, comme l'institution centrale des sociétés modernes. Bon, je pense que bon, pour dire les choses de manière très, très simple, un petit peu simpliste, il y a deux grands principes de domination dans les sociétés modernes. Bon, le capital économique d'un côté et ce que j'ai appelé le capital culturel. Bon, et le capital culturel a des propriétés très bizarres. Entre autres, il a pour propriété d'être partiellement incorporé. C'est-à-dire il est en partie dans notre tête et par exemple il meurt avec nous. Il n'est pas transmissible et littéralement on ne passe pas son capital directement sous forme d'un chèque à son fils. On le lui transmet de manière beaucoup plus diffuse par le discours, etc. etc. Bon. Alors ce capital culturel a toutes sortes de propriétés et dans les sociétés modernes, enfin des États-Unis au Japon, en passant par les pays de l'Est, etc., le capital culturel est devenu le principe fondamental de la domination, enfin, fondamental, disons, un des principes fondamentaux, à côté du capital économique. Bon, et il y a des situations dans lesquelles il devient même le principe de domination dominant. Bon, je pense le cas du Japon est très intéressant, pour des raisons historiques. Enfin, après 1945, le Japon a fait une sorte de rupture avec le passé, s'est blanchi, etc. Bon, et bon, a donc mis un certain nombre de barrières à la transmission de l'héritage économique. Bon. Et du coup, tous les intérêts de reproduction, ce que j'appelle les stratégies de reproduction, hein, passe par le capital culturel. Passe par le capital culturel. Bon. Et le capital culturel devient une des voies déterminantes de la reproduction. C'est pourquoi étudier l'éducation, c'est pas une spécialité parmi d'autres, c'est étudier, je crois, ce qu'il y a de plus spécifique dans la reproduction du capital symbolique. Voilà. Voilà. Miguel Benaseyag. Alors, je voulais intervenir un tout petit peu par rapport à ce qui était traité ici depuis le début. On se dit, bon, voilà les Lucien Goldman de la sociologie, hein, c'est-à-dire c'est pas un scoop de dire ça. Hein, il y a l'habitus, mais l'habitus, attention, dit Pierre Bourdieu, attention, ce n'est pas la structure. Bon, par exemple, dans ce que vous avez décrit de l'habitus, bien entendu, c'est la description exacte de la structure. Il n'y a pas un élément de plus ni de moins. Mais Pierre Bourdieu dit, il y a le sujet. Et dès qu'on essaye justement de parler de phénoménologie, alors chez Pierre Bourdieu, il dit pas de sujet. On parle des agents. Hein, et il existe comme ça ce décalage en permanence, hein, dans lequel effectivement, je pense que la question du goût, hein, parce que bon, on pourrait effectivement dire il s'échappe parce qu'il est une anguille, c'est bon, et peut-être certainement, mais dans tous les cas, il y a une question beaucoup plus sérieuse que d'être une anguille, c'est votre intérêt par les goûts, c'est-à-dire ce qu'on appelle le goût, la mode. Pourquoi? Parce que dans les goûts, et c'est ce que je voudrais dans les questions pour annoncer, dans les goûts, il existe cette articulation effectivement entre la singularité de la corporalité et bien entendu toutes les structures sociales, symboliques, la mode et historique. Et je crois que si vous avez centré des choses sur le goût, hein, c'est là où il existe effectivement cet intérêt d'une intrication qui traverse toute votre œuvre. Parce que votre œuvre a quelque chose de tout à fait atypique pour un sociologue, c'est que vous vous occupez de la vérité. Qui a bon Dieu. Oui, je suis très, très content de cette question, parce que, comment dire, et du rôle central que vous faites jouer au goût, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'essayais d'échapper à l'alternative sujet, objet, conscience, inconscient, etc. Et la notion de goût est, je crois, très exemplaire. Pour faire comprendre ce que, en bref, peut-être mon rapport central au problème que vous avez posé, j'utilise souvent une phrase célèbre de Pascal qui dit le monde me comprend et m'engloutit comme un point, mais je le comprends. Bon. En fait, je pense, si j'avais à donner un résumé de tout mon travail, je dirais ça. Parce que, en fait, je décris un espace, et un espace est un système de points différents. Bon. Hein, c'est pas autre chose. Si vous prenez le livre de Strawson sur l'individu, il dit l'individu, c'est un point dans un espace.
Et à ce titre, comprendre l'individu, comprendre Flaubert, par exemple, bizarrement, c'est pas s'enfoncer dans la singularité de Flaubert, au sens où on fait l'habitude, par une espèce de narcissisme à deux, que sont la plupart des commentaires littéraires, c'est saisir la particularité de ce qu'était Flaubert en le resituant dans l'espace où il était. Donc, je dirais, j'ai écrit un article qui s'appelle « Le point de vue de Flaubert », c'est-à-dire je saisis Flaubert comme un point dans un espace. Mais pour comprendre Flaubert, donc, il faut que je sache qui était Champfleury, qui étaient des tas de gens dont on ne sait plus le nom, parce que Flaubert les a fait tomber dans l'oubli. Bon. Donc je situe, j'objective un point. Bon, mais ce point étant situé, je n'oublie pas que c'est un point de vue. Bon, et qui va voir le monde à partir de ce point, qui va le constituer. C'est ce qu'on met d'habitude sur la notion de sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'il est... C'est pas un sujet au sens traditionnel, une espèce de sujet pur, un sujet transcendantal, qui aura des catégories universelles. Non, c'est un sujet dont les catégories de perception et de pensée, les structures, les chaînes avec lesquelles il va construire le monde, sont pour une part les structures du monde dans lequel il est. Bon. Alors, vous voyez, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Vous avez deux fois la nécessité, une fois dans l'objectivité, une fois dans la subjectivité. Et c'est pas faux. Bon, cela dit, il y a une troisième point de vue. Il y a tout de même la sociologie. Alors, vous dites, attention, je tremble, parce que c'est le sociologue roi, etc. Bon, peut-être. Hein. Moi, je fais mon boulot, j'essaie de comprendre. Alors, je dis, en faisant ce que je viens de faire, c'est-à-dire de décrire ce que nous sommes. Nous sommes dans un espace, c'est l'espace qui nous caractérise. Et en même temps, nous avons un point de vue sur cet espace qui est lié au point que nous occupons dans l'espace. Bon. En faisant ça, je crée un autre point de vue qui est ouvert à tout le monde. Tous les gens qui me lisent peuvent le prendre. Qui consiste à dire, eh bien, peut-être que si je sais où je suis dans l'espace et que j'ai un point de vue dans cet espace qui doit quelque chose au fait que je suis un point dans cet espace, je risque d'être un sujet. Pierre Bourdieu, il y a un problème. Oui, voyez, est-ce que vous n'êtes pas en même temps, du point de vue alors, du sociologue roi, justement en faisant le troisième point de vue, Rancière avait fait contre vous une attaque assez forte à ce sujet en disant au fond, s'il y a le point de vue du sociologue roi, l'individu ne peut pas échapper à la critique du sociologue. Alors quelle est la liberté dont dispose l'individu? Quand vous reparlez tout à l'heure du sujet, vous dites, moi j'englobe aussi l'idéologie du sujet et la manière dont le sujet se représente l'espace. Alors qu'est-ce qui se passe pour le sujet? Est-ce qu'il y a un moment où il peut éventuellement affirmer quelque chose d'irréductible au travail du sociologue? Je vais poser la question différemment. Le paradoxe, ce serait que vous passez votre temps à expliquer que nous sommes prisonniers de toutes les contraintes intégrées de la société et qu'en même temps, le seul milieu de la libération possible de l'individu, pour pas dire le sujet, ce serait précisément la sociologie qui explique pourquoi on est contraint, comment on est prisonnier, comment on ne peut pas s'en sortir, et que paradoxalement ce serait là le lieu de la liberté. Je ne sais pas si c'est le seul lieu, c'est un des lieux. Et si je suis obligé souvent d'accentuer l'importance de ce lieu, de sur la logique tordre le bâton dans l'autre sens, qui est plutôt à la mode aujourd'hui, c'est parce que c'est le lieu que les producteurs culturels veulent le moins reconnaître. Ils veulent bien reconnaître le lieu analytique, etc., mais alors le lieu sociologique, ils ne veulent pas savoir. Bon, ça, j'ai beaucoup dit ça dans mes écrits. L'idéologie intellectuelle par excellence, c'est l'idéologie de Mannheim. L'intellectuel sans attache ni racine, nous sommes sans feu ni lieu, sans foi ni loi, nous sommes libres, etc. Bon. Et moi je pense que ça c'est l'idéologie par excellence des intellectuels qui sont aliénés parce qu'ils se croient libres. Bon, alors, je dis, est-ce qu'il y a que le sociologue qui est irréductible à la sociologie? Pas du tout, pas du tout. Non, non, je dis le sociologue est un travailleur intellectuel, alors j'emploie le mot à dessein, parce que c'est pas la mode aujourd'hui, et je l'aurais pas employé il y a 20 ans, hein, à l'époque c'était la mode. C'est quelqu'un qui fait un boulot au service de tout le monde et qui essaie, avec des outils modernes, difficiles à maîtriser. Alors ça c'est une chose qu'on oublie, que la sociologie a fait des progrès absolument formidables, au point que c'est difficile pour un seul homme aujourd'hui de totaliser toutes les techniques mathématiques, statistiques, etc., qui sont à la disposition d'un sociologue, en utilisant un capital de savoir, de connaissances, un mode de production très très moderne, auprès duquel la plupart des intellectuels qui écrivent entre autres sur le sociologue, sont des artisans périmés. Hein. Non, je suis désolé, mais une part énorme des critiques qui me sont faites viennent d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, hein, c'est un petit artisan qui critique une grande surface. Vous voyez, bon, avec, et alors, pourquoi pas? Ah non, mais il n'y a rien de mal à ça. Non, mais il faut aussi que je le dise. On peut être du côté des petits artisans, non? Oui, tout à fait. Mais il faut aussi que je puisse dire, qu'il y a des motivations des petits artisans qui ne sont pas toutes pures, bon, qui défendent une épicerie. Oui, voilà, qui défendent une épicerie. Bon, alors. Ah, voilà contre les épiciers. C'est nouveau, ça. Ah, voyez, vous arrivez à me faire dire des choses. Non, non, non. Il y a quelque chose quand même, c'est-à-dire que, bon, c'est tout à votre honneur, c'est-à-dire, quand on vous lit, en cherchant cette question, la question que relève Antoine Spire sur la liberté, effectivement, qui est une question centrale dans votre œuvre,
Bon, effectivement, il y a quelque chose que vous dites clairement par rapport à la rationalité. C'est-à-dire la rationalité, elle est dans l'histoire, comme tout pour vous, elle est dans l'histoire, mais quand même, il y a une invariance de cette rationalité. Oui. Or, aujourd'hui, pour penser dans des termes qui dépassent non pas seulement la logique formelle, mais la logique dialectique aussi, et qui arrive à une logique paradoxale, effectivement, Pierre Bourdieu est quelqu'un qui est assez d'avant-garde là-dessus, parce que vous avez parlé des probabilités par rapport à la liberté, hein, une probabilité, j'imagine, pascalienne, mais dans tous les cas, il y a la notion de hasard, hein, pour tous ceux qui vous attaquent en tant que déterministes, devrait quand même les titiller un tout petit peu, parce que... Mais, par contre, la question concrètement, ça c'est pour... non, c'est un hommage, mais c'est vrai que je crois que... Bon, il est compliqué d'attaquer quelqu'un en tant que déterministe quand il met au centre la notion de probabilité. Il me semble plutôt un contresens. Par contre, je crois qu'il y a un élément comme ça, hegelien cette fois-ci, ou lacanien, c'est l'idée de Spaltung, l'idée de division du sujet. Je crois qu'on peut comprendre cette double contrainte à laquelle vous faites référence en permanence si on accède à cette notion de sujet en tant que divisé. Par contre, alors maintenant la question. Vous parlez du sociologue travailleur social. Moi, ça me semble une notion tout à fait adéquate. Et bon, comme en dévoilant des vérités. Bon, ce mot-là, la vérité, je pense qu'il a dû vous faire pas mal d'ennemis dans votre domaine, hein, parce que, bon... Or, le problème, c'est de savoir, cette vérité-là, elle est, pour vous, vraiment à dévoiler, donc, finalement, vous voilà coincé en tant qu'empiriste, ou peut-être, quand même, chez vous, il existe, il est vrai, c'est-à-dire, je n'ai pas halluciné, quelques relents comme ça, platonicien, dans le sens que finalement, quand même, hein, quoi qu'on puisse dévoiler, quoi qu'on puisse mettre à jour dans notre travail, il existe quelque chose que vous ne nommez certainement pas structure, mais qui est de l'ordre d'une fidélité platonicienne, hein, du non dévoilable de la vérité, tout en étant le nord poursuivi. Hein. Oui, voilà, là on est sur un problème tout à fait central, hein, et je suis ravi de l'entendre poser en ces termes, parce que d'habitude, ce qu'on dit aux sociologues, enfin, ce qui suppose enfin, une image désolante des problèmes que peut se poser le sociologue, ce qu'on lui dit, bon, vous objectivez toutes les autres manières de penser, donc vous objectivez la vôtre, donc vous n'avez pas droit à la notion de vérité. Bon. Alors c'est enfantin, c'est bon pour une classe de terminale de philo-lettres, enfin, bon, mais je trouve que c'est indécent dans la discussion scientifique. Alors la façon dont vous posez le problème, moi, me convient très bien, et c'est, je pense, le problème central que les sciences sociales, dès leur apparition dans le monde intellectuel, et les sciences psychologiques, enfin, bon, ont fait surgir, qui est le problème des rapports entre histoire et vérité, historicité et vérité. S'il est vrai que la vérité est historique, qu'elle a des conditions sociales de production. Bon, est-ce qu'il y a une vérité? Bon, alors, dit comme ça, c'est déjà un petit peu mieux que la question ordinaire. Bon. Et c'est un problème que se sont posés à la fois des philosophes, comme Wittgenstein, hein, qui se pose le problème de la transcendance des vérités mathématiques. Est-ce qu'on peut fonder les vérités mathématiques autrement que par une espèce de diktat d'absolutisme platonicien? Autrement dit, est-ce qu'on peut échapper au relativisme auquel le sociologue et toutes les sciences sociales se condamnent, autrement qu'en posant une fois pour toutes soit un sujet transcendantal, soit des vérités et des valeurs éternelles, bon, irréductibles aux conditions historiques de leur émergence, bon, qui ne sont plus à ce moment-là que les accidents. Bon. Alors moi, je pense que oui. Je pense que oui. Alors l'originalité, me semble-t-il, de mon travail, c'est de prendre au sérieux le problème de la vérité et de l'historicité. Et je dis, je crois que la sociologie peut répondre positivement, par une réponse scientifique, à la question de la vérité. Alors ça a l'air très arrogant, hein. C'est pour ça que je marque un temps pour faire voir, c'est au cirque qu'on fait boum boum boum, un pareil cas.